Nous étions tantôt en train d'évoquer la Libye où les forces pro-GNA ont repris le contrôle de l'aéroport international de Tripoli. Alors aujourd'hui, on le voit. Est-ce que, Firmin, on doit dire que l'intervention, que ce soit de la Russie, de la Turquie, de la France, des États-Unis, Arabie Saoudite, Égypte, c'est de venir régler le problème, ou bien on veut simplement aujourd'hui faire reculer un peu le maréchal, avoir un équilibre de la force pour continuer par exploiter le pétrole du sous-sol? Non, ma réponse va être tellement simple. Leur intervention, c'est pourquoi? C'est créer assez de désordre et continuer par exploiter le pétrole libyen. C'est tout. Sinon, autant il y aura la paix dans ce pays, autant il leur sera difficile d'exploiter à leur guise ou selon leur volonté le pétrole libyen. Donc, si le jour où il y aura la paix, ben, tout le monde va retourner chez lui parce qu'on va leur demander qu'est-ce que vous cherchez encore. Du moment où les Libyens se sont retrouvés et ont signé la paix, ont signé un document au nom de la paix. Actuellement, on annonce une reprise des pourparlers. Oui, mais c'est ça, il faut parler pour le moment. Du moment où, regardez par exemple, même la Syrie, ce n'est toujours pas stable. La Syrie, ce n'est toujours pas stable. Quand la situation est stable, ça n'arrange pas trop les Occidentaux. Les Occidentaux, ils poursuivent leur but, ils ont un but. Parce que le sous-sol libyen est puissamment riche. Donc on ne peut pas laisser comme ça aux Libyens et qu'ils l'exploitent comme ça. Nous ne sommes plus le temps de Kadhafi, c'est comme ça, il a raison. Nous ne sommes plus le temps de Kadhafi. Vous voyez ce qu'ils ont fait avec la RSA à la République centrafricaine. Donc c'est la même chose qu'ils voudraient, c'est la même politique qu'ils voudraient transposer dans ce pays libyen. Mais c'est ce que je dis, c'est ce que je voulais dire avant qu'on aille à la pause. Ça repose fondamentalement le débat de la démocratie. Le débat de la démocratie. Les Libyens voulaient un régime beaucoup plus libre, un régime beaucoup plus démocratique. Et voilà, ils ont le régime beaucoup plus libre, le régime beaucoup plus démocratique, mais c'est un régime beaucoup plus armé, un pays qui est fortement armé, où les armes crépitent partout. C'est de cette démocratie on veut construire. Mais je pense, pour ceux-là qui veulent la démocratie, nous sommes tous amoureux de la démocratie. La démocratie, c'est une bonne chose, mais avant d'y accéder, avant de l'avoir, je pense qu'il faut beaucoup réfléchir pour pouvoir l'adapter à nos réalités. Les États-Unis même sont en train de nous montrer que la démocratie, ils n'en ont pas besoin en ce moment. Quand le président Trump dit « je vais vous envoyer l'armée », mais c'est de la pure dictature. Vous imaginez, on parle de police. On parle de police, on parle de manifestation. Il y a un chef d'État qui se prévaut du titre d'un des pays les plus démocratiques au monde, où les droits de l'homme sont respectés. On dit, je vous envoie l'armée. Mais il faut reposer autrement le débat de la démocratie. Mais je pense que les Libyens devront réfléchir à s'asseoir autour d'une table pour repenser à comment construire démocratiquement leur pays. Parce que, ou soit on choisit le bien-être et le développement, un peu de dictature, ou on choisit forcément la démocratie en totalité et on néglige le bien-être et le développement. Alors, ça me rappelle un peu ce qu'on fait avec Idriss Déby au Tchad. C'est-à-dire, quand Idriss Déby veut s'affranchir un peu, on envoie une colonne de rebelles pour lui rappeler que tu es dépendant de nous et il a besoin de la France pour renvoyer ces gens-là. Est-ce qu'au niveau de la Libye, on veut tout faire pour éviter d'avoir un nouvel homme fort comme Kadhafi qui puisse pacifier le pays? Ah oui, tout à fait. Et les Occidentaux n'en veulent plus parce que Kadhafi leur avait empêché pendant plusieurs décennies d'exploiter les richesses du sous-sol libyen. Donc, du moment où ils se sont entendus pour le faire partir, pour le tuer, ils ne veulent plus qu'un autre homme fort émerge pour répéter peut-être... leur tenir tête encore. Voilà, leur tenir tête comme ça a été le cas avec Kadhafi. Donc, ils font en sorte que ça ne qu'il n'y a pas la paix, que les Libyens, ils montent les uns contre les autres et que, vous avez vu les précédents gouvernements, qu'au sein même du gouvernement, ils ne se sont jamais entendus. Il y a toujours cette guéguerre-là, et parce que les tribus, on a monté les tribus les unes contre les autres. Donc, vous voyez, c'est tout un problème. Ça, c'est la stratégie de l'Occident. Parce que... diviser pour mieux régner. Voilà. Et c'est pour cela que je disais que s'il y a une voie, ne serait-ce que religieuse, et comme on va parler tantôt du Sénégal, et qui est écoutée, il faudrait que ces voix-là puissent se manifester pour appeler les Libyens
à s'entendre. Parce que la Libye était l'un des mieux construits en Afrique, au temps de Kadhafi. Mais aujourd'hui, la guerre, les mésententes là, ont fait que tout est parti. Tout est parti. La Libye aujourd'hui n'est plus un pays envié. Avant, nos chefs d'État, en tout cas de l'Afrique subsaharienne, aimaient aller à Tripoli pour voir le Kadhafi. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Et l'Union africaine dans tout ça, ça dit qu'on a pris le président congolais, comme quoi il est Denis Sassou Nguesso, il est à la tête de quoi, et on ne sent même pas. Est-ce que lui-même sait ce qui se passe là-bas? Voilà. Il ne sait pas ce qui se passe là-bas. Donc, nous les Africains, nous devons s'approprier nos problèmes et s'entendre. Et puis, il ne peut jamais y avoir de la paix en Libye si on n'implique pas le camp Kadhafi. Donc, vous voyez, les Libyens, s'ils savaient que c'est cette situation, ils n'allaient jamais souhaiter le départ de Kadhafi. Et puis, quand ça se passait, eux-mêmes ne se sont pas préparés pour prendre la relève. Parce que Kadhafi était le seul maître à bord. Il a fait, et c'est lui, c'est-à-dire que c'est lui qui a bâti pratiquement le pays. Donc voilà, et aujourd'hui, il n'est pas là et il y a ce désordre-là. Pas pour une situation délétère qui va être durable? Oui, que ça va beaucoup durer. Parce que s'il y a des armes déjà, regardez, pour la Côte d'Ivoire même, regardez, pour la Côte d'Ivoire... et les répercussions, c'est... Oui, regardez par exemple ce que la Côte d'Ivoire a commencé par vivre depuis plus de 15 ans avec les rebelles. Et aujourd'hui même, il y a des gens qui précisent encore du chaos pour l'avenir ivoirien. Et regardez, parce que les armes sont toujours là. Et ici en Libye, les armes sont toujours là. Comment va-t-on procéder pour désarmer tout le pays? Du moment où les armes sont dans des maisons, des armes sont cachées quelque part, des armes sont avec des civils, on ne peut jamais prédire d'ici 2 ou 3 ans un avenir beaucoup plus paisible pour la Libye. Ça, c'est impossible. Moi, je dis simplement que ce sont les Occidentaux qui jouent leur intérêt là-bas, que les Africains eux-mêmes réfléchissent. Vous savez, il y a une idée qui vient de me venir à l'esprit. Quand vous voyez un peu le monde Afrique arabe là, avec la révolution du printemps arabe, le pays où il y a un peu plus de stabilité, où les choses, on peut dire, où les choses évoluent un peu, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. C'est tenu d'une main de fer. Exactement, c'est l'Égypte. Quand le président a cessé, le général, c'est le maréchal. C'est le maréchal qui est arrivé, mais il a vu, mais il dit, mais avec tout ce que moi j'ai vu là, les Égyptiens oublient la démocratie au moins pour 25 ans. Nous allons nous asseoir, nous allons construire notre pays. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il n'y a plus de manifestations de genre, il n'y a plus de contestations politiques. Il tient le pays d'une main de fer et il bosse. Et il est apprécié par l'Occident. Il y a François Hollande qui était allé, il y a Emmanuel Macron qui était allé. Vous imaginez un pays de dictature, il est allé. Mais quand vous voyez un peu la Tunisie, mais surtout avec la Tunisie en train de connaître une extrême pauvreté, où la situation est tellement délicate là, le sous-emploi, le manque d'emploi dans ce pays, parce qu'on n'a pas su préparer l'après Ben Ali. Moi, ce que je voudrais dire, je repose toujours ce débat. Ceux-là, les théoriciens de la démocratie, il faut arriver à s'asseoir. Il faut que vous arriviez à vous asseoir pour penser à comment adapter la démocratie à nos réalités. Les Occidentaux eux-mêmes s'en aperçoivent. Ils se disent même qu'avec la démocratie, on ne peut rien construire de bon. On peut avoir la liberté, mais le développement, ça ne concorde pas tellement. S'il faut trouver un juste milieu, je pense que ça puisse aller. Nous passons à notre second sujet. On va parler du Sénégal maintenant. Voiture de police incendiée, hôpital attaqué. Des manifestations pour réclamer la fin du couvre-feu ont éclaté depuis mardi dans plusieurs localités du Sénégal où le chef d'une influente confrérie musulmane a lancé un appel au calme. C'est ce qu'ont indiqué 3 témoins et un haut responsable sénégalais. Dans la ville de Touba, siège de la puissante confrérie des Mourides à 200 km à l'est de Dakar, le bilan des événements de la nuit de mardi à mercredi est de 3 véhicules d'intervention de la police incendiés, ainsi qu'une ambulance, le centre de traitement des malades du Covid-19 attaqué, les vitres de la compagnie électrique Sénélec caillassées. On signale également des manifestations à Touba, je viens de l'évoquer, à Mbaké, une autre ville, à Thiès dans l'ouest et à Tamba. Tout cela, Thierry, pour demander la levée du couvre-feu. Alors moi, ça repose clairement un problème. On a vu dans nos États, Sénégal, Togo,
peut-être le Bénin qui a fait un peu exception, tout le monde a copié le couvre-feu, mais les contaminations n'ont fait que grimper. Finalement, ça servait à quoi un couvre-feu? C'est ça le problème de nos dirigeants. C'est-à-dire que je crois qu'avec la génération à venir, il faudrait beaucoup plus avoir des hommes plus pensés, plus réfléchis, hein, à la tête de nos pays, que ça soit des purement politiques. C'est-à-dire que et puis on est dans cette pratique de copier-coller. Et surtout que ces dirigeants-là savaient qu'ils n'avaient pas posé les bases véritables et sanitaires dans les différents pays, dont ils se sont affolés. C'est ce qui a fait que les décisions sont prises pêle-mêle, et au fur et à mesure qu'il y a des ratés, on essayait de corriger le tir. Ouais. Donc, vous voyez tout ce qui se passe au Sénégal, ça peut se répéter dans d'autres pays. Même chez nous ici, vous avez vu comment les gens crient que non, cette histoire de couvre-feu-là, ils ne comprennent rien. C'est comme si c'est la nuit que le virus circule et la journée, ça ne circule pas. C'est tout un problème. Je ne suis jamais allé au Sénégal, à Dakar, mais je crois que c'est un pays où les gens aiment vivre. Les gens aiment être en liberté, circuler. Et vous connaissez aussi nos traditions africaines. Donc, quand on prive les gens de toutes ces choses-là, et ils ne voient jamais le bout du tunnel, ils s'interrogent. Et puis, comme vous l'avez si bien relevé, ils ne comprennent pas, malgré ces mesures-là, la contamination ne fait qu'augmenter au jour le jour. Donc, il y a un véritable problème. Maintenant, les Sénégalais aussi doivent se ressaisir. C'est pas en cassant les choses, c'est pas en manifestant comme ils le font qu'ils vont trouver de solutions à la crise sanitaire. Et puis, ces temps-ci, parce que la France l'a fait, et nos différents pays se sont jetés dedans. On gouverne par ordonnance, et les décisions, il n'y a plus de contrôle et du Parlement, tout ça là. Donc il y a un véritable problème. Je crois que sur l'un des plateaux, le professeur Kakounou Boupo disait qu'en principe, cette situation, cette crise-là, les dirigeants africains devraient mettre ça à profit. Ça veut dire qu'ils doivent faire table rase de tout et se demander et penser à une autre comment dirais une autre société, à un autre développement, pour que si jamais ces genres de situations arrivent encore, qu'on soit à la hauteur. Vous avez vu, les Occidentaux même, ils n'ont pas pu, ils ne se sont pas en sortis. Ouais. Donc, c'est pas nous les Africains qui voilà. Finalement, beaucoup ont réfléchi dès le départ, et moi, je me rappelle, j'étais parmi les premiers qui disaient, mais je comprenais pas ce qu'un couvre-feu vient chercher dans les mesures anti-Covid. Bon, on m'a rassuré que non, la nuit, les gens sont plus collés que tout. Vous voyez les bilans. Non. Ça vient pour la première fois, je vais vous décevoir. Moi, on peut comprendre facilement les chefs d'État. Parce que... Le fait d'évoluer par suivisme. Oui. Parce qu'au départ, il y avait une certaine psychose. Oui. Et c'est ce qui a engendré toute l'hésitation que nous avons connue. Mais on attend des dirigeants qu'ils prennent un recul, qu'ils analysent. Gouverner, c'est prévoir. C'est eux qui nous chantent ça tout le temps. Qu'ils analysent et qu'ils... Talon a réussi ça, hein, quoi qu'on dise. Il n'a pas fait du suivisme. Oui, Talon n'a pas fait de couvre-feu. Talon a dit, je n'ai pas les moyens de confiner et tout. Et on a vu que là, Talon n'est pas bardé de diplômes. Non, non, mais regardez, Talon, il est venu avec un autre esprit. C'est-à-dire casser l'ancien système et reconstruire un autre système. C'est pour cela surtout ne pas dépendre de l'Occident. Oui, c'est très important. Et cela est en train de lui réussir. C'est ça, c'est un coup qui est en train de lui réussir. Ça pouvait ne pas lui réussir. C'est pour dire, moi je ne vais pas suivre l'ancien système. C'est comme un Donald Trump qui est en train de combattre l'establishment, qui veut construire un nouveau monde. Et cela est en train de lui réussir. Mais on verra jusqu'à quand. Et jusqu'où il peut aller. Mais ce que je voudrais dire, moi je comprends les chefs d'État. Quand vous voyez les Français
Mais ils se sont affolés au début. Ils ne comprenaient pratiquement rien. Tous les Européens, les Occidentaux, Donald Trump, personne ne comprenait rien. C'est-à-dire la situation, heureusement qu'ils n'ont pas rejeté le traitement de quand on avait fait cette publication. Oui. Heureusement. La publication elle-même, elle se contredit maintenant. Elle dit qu'on a fait des erreurs. Exactement. Donc, tout ça surprend plus d'un. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la maladie tue, la contamination, ça avance tellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est pour cela que les chefs d'État se sont appropriés deux choses ou deux moyens. Le premier moyen, c'est le suivisme. Le deuxième moyen, c'est les réseaux sociaux. Quand on voit, par exemple, le discours du président de la République togolaise, quand on voit le discours, vous allez voir un peu qu'il a emprunté de ce que les Occidentaux sont en train de faire et qu'il a un peu copié tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux. C'est ça exactement. Et maintenant, des jours après, vous allez voir, le Burkina Faso a changé de méthode parce que le président togolais s'est prononcé. Vous allez voir, les Guinéens se sont prononcés parce qu'il y a le président togolais qui venait de se prononcer. Donc, il n'y avait pas de méthode figée qu'on pouvait suivre. Il fallait juste voir, réfléchir à comment on peut suivre l'autre. Parce qu'on ne savait pas, jusqu'à présent. Vous savez, la curiosité, moi je le dis personnellement, quand c'était, je pense, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui étaient les premiers à annoncer un coup-feu, je disais à ma femme à la maison, attends, le Togo va le faire. Et 2 ou 3 jours après, le Togo l'a fait. Oui. C'est un peu avec la reprise des coups. Vous avez vu, le Sénégal s'est jeté et la Côte d'Ivoire s'est jetée. Le Burkina et certains reculent déjà. Oui, non, regardez, pourquoi? Moi, je les comprends. Au départ, je pouvais les critiquer par rapport à la décision des couvre-feux. Mais on peut les comprendre aussi parce que l'intérêt du couvre-feu, c'est quoi? C'est de briser la chaîne de contamination. Parce que et la journée. Non, regardez, la nuit. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup qui se retrouvent. Quand vous prenez les chiffres qu'on avait avant couvre-feu et ce qu'on a aujourd'hui depuis le couvre-feu. Non, regardez, non, ça a brisé. Hein? Non, ça a brisé. C'est vrai qu'on pourra me dire que si on n'avait pas mis, ça aurait. Oui, mais écoutez, ça a brisé. Et parce que quoi? Au départ, il fallait réussir à circonscrire la maladie. Mais aucun pays jusqu'à aujourd'hui n'a réussi. Au Togo, par exemple, il n'y a que 3 préfectures qui ne sont pas touchées. Oui. Il n'y en a que 3 seulement. Mais regardez, si on n'avait pas fait ça, les gens qui étaient contaminés à Lomé, les gens qui étaient déjà positifs à Lomé, qui étaient peut-être positifs à l'intérieur, si on avait ouvert les bars, si les bars fonctionnaient normalement, si les restaurants fonctionnaient normalement... Ce que vous oubliez, nous tendons vers là. Et c'est pareil au Sénégal. Non, nous tendons vers là. Attendez, le couvre-feu a beaucoup joué, a beaucoup aidé. Si on ne l'avait pas fait, les gens allaient peut-être, les gens qui étaient déclarés positifs, peut-être allaient dans les bars, dans les restaurants, tous les jours. Vous avez vu au Sénégal qu'au début, même les dirigeants, parmi les dirigeants, il y avait certains qui avaient violé les mesures barrières. On avait interdit la prière dans les mosquées. Mais il y a un proche de voilà qui était donc vous voyez, ça veut dire que ça a surpris tout le monde et certains même parmi les dirigeants se demandaient si c'est vrai, c'est réel ce dont on nous parle. Samir, regardez par exemple le Togo. Moi, dans toute l'histoire, le pays que je le félicite le mieux, c'est le Togo. Par rapport à... Oui, par rapport au fait qu'on essaie, la population essaie de respecter un peu les mesures barrières. Mais au Sénégal aussi. Les autorités, moi je me dis... Tout est lié aussi à la population. Oui, vous savez que Dakar, au Sénégal, ils sont plus peuplés que nous. Les autorités se sont prises à temps. Et nous avons un résultat qui n'est pas des moindres. Regardez, on a déjà plus 452 cas, on a déjà maintenant plus de guéris que de contaminés. C'est des efforts qui sont faits, au fait. Donc moi, je voulais... dont on doit saluer forcément. Si on n'avait pas eu cette idée de couvre-feu-là, moi, je me dis, regardez les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit. Ah oui, bon, les boîtes de nuit. Presque tous les soirs. Regardez, nous avons un quartier qui est devenu populaire aujourd'hui, Limousine, à Goué. S'il n'y avait pas couvre-feu, Samuel, mais il y a des quartiers qui fonctionnent 24 heures sur 24. Des carrefours qui fonctionnent 24 heures sur 24. S'il n'y avait pas de couvre-feu, ces carrefours-là, mais à l'aide des sources de contamination, et ça est tellement difficile à gérer. Moi, je pense que la mesure qu'ils ont adoptée, ça a été une mesure forte et ça a payé. Sauf que nous avons dénoncé certaines bavures policières, mais la mesure forte a payé parce qu'au-delà de tout, ça a essayé de créer une certaine psychose dans l'esprit des Togolais. Des rues ont été désertes, des matinées. Mais si aujourd'hui, les Sénégalais se sont levés pour qu'on puisse lever ces mesures-là, surtout le couvre-feu, c'est parce qu'il y a un problème. Non, le problème, c'est quoi, Thierry? Le problème, c'est quoi? C'est parce que les gens ont faim.
Ah, voilà. Oui, justement, Les gens- Mais le gouvernement a mis les moyens. Non, Macky Sall a annoncé des chiffres pas possibles. On se demandait Non. s'il pouvait mobiliser tous ces fonds-là. Il ne peut pas. Quand nous-mêmes, on a parlé de 400 milliards, est-ce qu'on a déjà mobilisé 200 milliards? On n'est même pas à 3 milliards. On n'est même pas à 3 milliards. Les gens souffrent. Regardez, les Français sont en train de souffrir tous les jours. Air France est en train de souffrir. L'État français est en train d'imaginer injecter 7 milliards d'euros. Vous imaginez, la Banque Centrale Européenne pense à comment aider encore les pays européens, les États européens à s'en sortir. Parce que il n'y a pas de sous dans les caisses. Il n'y a pas d'argent. L'économie doit tourner. C'est pour cela que les gens disent il faut lever cette mesure de couvre-feu-là pour que les gens puissent retrouver leur liberté et aller venir vaquer librement à leurs occupations. Les gens ont faim. Moi, ce que je pense aujourd'hui, il faut que, comme on le dit déjà, qu'on pense à vivre avec la maladie. Oui, il faut respecter les mesures barrières. Vous savez pourquoi il y a eu aussi ce suivisme-là? Parce que vous savez que la plupart des régimes africains ne sont pas véritablement aimés par la population. Donc, quand la maladie là, a surgi, ces régimes-là ont paniqué. Parce qu'ils sont critiqués pratiquement tous les jours. Et si on ajoute encore le cas de cette maladie-là à la situation qu'on avait avant, donc vous imaginez la suite. Et ces régimes-là aussi avaient peur que si ils n'anticipaient pas, cette maladie, cette pandémie-là peut être à l'origine de l'affaiblissement de leur régime ou même du renversement de leur régime-là. Donc, ce qui a fait que, et comme Fumel a dit, ils ont tenu compte aussi de beaucoup de choses qui se racontaient sur les réseaux sociaux, parce que l'autre a annoncé, et le coup fait chez lui, il a annoncé un fonds spécial pour soutenir tant et tant, l'autre a fait ci et ça. Donc, ils se sont copiés. Alors que, et comme Fimel a dit aussi, nos réalités ne sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est pour cela que je disais, et le couvre-feu, oui, bon, heureusement qu'au Togo, nous sommes en train de sortir là-dedans, parce que... Le Sénégal, après les manifestations, a fait la même annonce, on a repoussé considérablement l'heure du couvre-feu. Voilà. Donc, il le faut pour soulager les gens. Parce que si vous limitez, il y a les restrictions, et que vous ne compensez pas, et ce que les gens gagnent à ces heures-là. C'est même compliqué. Donc il y a un véritable problème. Vous avez vu que chez nous, on avait voulu soutenir les émigrants et arrêter ce trafic-là, mais ils se sont rendus compte que, attention, ça va, par rapport à notre caisse, et ce que ça va coûter, est-ce que si véritablement on injectait de l'argent dedans, les gens vont se contenter de ce qu'on va leur donner et ne plus exercer. Donc il y a tout ça là. Donc voilà. Non, Samir, avant que vous me posiez la question, moi je vous étonne ce soir, parce que je tiens ici solennellement à féliciter les chefs d'État africains. Parce que ils ont... Pour s'être suivis. Oui, pour s'être suivis. On a marché à la queue leu. Oui. Et ça nous a aidé à éviter le pire. Le pire en question, Thierry Afanoukoui a touché le sujet. Le pire, c'est quoi? C'est-à-dire les mouvements sociaux, les soulèvements sociaux. Si ils avaient adopté le confinement total entier, le Ghana l'a essayé, ils ont reculé. On a vu, beaucoup de régimes allaient tomber. Surtout les Burkinabés, non, il y a des régimes qui allaient tomber. S'ils avaient adopté le confinement entier, le confinement total, c'est talent compris le jeu. Moi qui j'ai écrit une chronique, j'ai dit, mais qui aurait peut-être un complot dans cette aventure? Parce que quand vous suivez la situation, ce que les Occidentaux attendaient de nous, c'était qu'on adopte la politique de confinement total, que tout le monde reste chez lui. Et dans cette situation-là, mais il y aurait assez de soulèvements et beaucoup de régimes allaient tomber, forcément. Talon, lui, il a compris le jeu. Moi, c'est pour cela que moi, je n'ai pas grand-chose à reprocher aux chefs d'État, parce que les Occidentaux, ils subissent la même chose. Hein. Ils ont de grandes infrastructures sanitaires. Ils ont tout, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Chez eux, on a des milliers de morts. Chez eux, on a des centaines de morts. C'est parce que leur population est vieille. Exactement, ce que moi,
je peux tirer de ce que le professeur Kakou a dit. C'est ça. Donc, il faut qu'on repense un peu la société africaine. C'est ça qui est important. Avec ce que nous sommes en train de vivre avec le coronavirus, mais quel sera l'avenir de l'Afrique? Maintenant, il faut repenser à construire des systèmes sanitaires beaucoup plus luxueux. Oui, ça nous a fait du bien, en tout cas au Togo. Et là, le chef de l'État a compris qu'il nous faut des centres de santé, parce que depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il est arrivé, c'est la chanson au quotidien. À un moment donné, nous les journalistes qui relayons ces informations-là, on pense que c'est parce que sa tête ne nous plaît pas, ou c'est parce que le régime a fait ci et ça. C'est pour cela que nous nous mettons à raconter. Mais aujourd'hui, il a compris. Il a compris. Il a compris. Avec le concours de l'Union européenne, on est en train de, même si c'est pas encore ça, on est en train de réhabiliter pas mal de centres de santé, que ça soit à Lomé ou à l'intérieur. Donc c'est une bonne chose. Oui, c'est un pas. Mais l'autre pas aussi, c'est le volet social de la chose. Aujourd'hui, au Togo, nous avons le programme Novici. Voilà, il faut penser à pérenniser ce genre de choses pour que l'Africain puisse avoir, celui-là qui ne travaille pas, le plus vulnérable, puisse avoir quelque chose. Il faut travailler, disposer des ressources, parce que ça coûte énormément. Oui, il faut travailler et disposer des ressources. En même temps, si on arrive à éliminer les poches de corruption, c'est très important. On peut avoir beaucoup de ressources. Exactement. Nous allons en parler peut-être dans la deuxième partie. Surtout, il faut éviter à baisser considérablement le taux de corruption dans le pays, surtout dans les pays africains, pour qu'on puisse mettre assez de moyens pour le volet social. Parce que un peu de moyens pour celui-là qui n'a rien, le plus vulnérable, pour qu'il puisse acheter de petits trucs à manger. C'est quelque chose de grand. Sur ce point, on peut féliciter les chefs d'État aussi. Moi, je dis, dans cette politique ou dans cette aventure Covid-19, il n'y a pas grand-chose à reprocher à nos chefs d'État africains. Il y a à reprocher. Parce que, vous savez, en Europe, la gouvernance est beaucoup plus tournée vers le social. Par contre, chez nous, et on fait purement de la politique et on se militarise le plus. Alors qu'en Occident, c'est des programmes sociaux pour soulager la population. Alors qu'en Afrique, c'est l'inverse. D'accord, merci. On va aller à la pause et on revient après pour le troisième sujet.